Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans cette 49e émission et avant-dernière de cette saison 5 de l'Imaginoire à l'écoute des familles. Et puisque vous êtes à l'écoute, nous vous confirmons que l'émission reprendra du service pour une 6e saison à la rentrée prochaine. Et ce, grâce au soutien sans faille de la CAF Drôme que l'on tenait sincèrement à remercier. L'émission, à la rentrée prochaine, effectuera un petit changement de formule, puisqu'elle s'appellera, dorénavant, l'Imaginoire Portrait Inspirant. Changement de formule, mais pas de but. Le but, lui, restera le même, c'est-à-dire porter la voix de familles touchées par la déficience visuelle. Et, de portraits inspirants, il en sera question aujourd'hui avec... Je m'appelle Marie-Françoise Ray, j'habite en Bourgogne, je suis maman de 2 enfants, dont l'un, le deuxième, est atteint d'un rétinoblastome. C'est un cancer de la rétine qui touche exclusivement les enfants tout jeunes, avant l'âge de 5 ans. C'est-à-dire qu'il peut être décelé dès la naissance. C'est un cancer donc, qui met en jeu le pronostic vital des enfants. Ça débute par des cellules cancéreuses sur les tissus de la rétine qui vont se développer. Parce que vous savez, chez les tout petits, le premier mois, ils grandissent de 4 cm, ils prennent 1 kg. Les tumeurs cancéreuses, elles grandissent à la même vitesse. Et donc petit à petit, l'œil va être envahi par cette tumeur. Et puis, si on n'arrête pas ça, elle monte par le nerf optique, elle va monter au cerveau, se généraliser. Heureusement, on sait soigner cette maladie aujourd'hui. Et à partir du moment où le diagnostic est posé, dans 98% des cas, on sauve la vie de l'enfant. Et on essaye qu'il soit suffisamment tôt pour qu'on puisse sauver ses yeux et, si possible, sa vision. Oui, nouveau portrait inspirant au programme aujourd'hui. Et en fin d'émission, nous retrouverons Valérie pour une nouvelle chronique de la peau. Voici donc Marie-Françoise qui va nous narrer son parcours de combattante. On était en train de déménager. Souvent, quand il y a un enfant dans une famille, c'est le moment où on déménage. Bonne écoute. Et puis, j'avais remarqué que notre petit garçon... Des fois, il y avait un reflet dans son œil. C'était un peu bizarre, mais je me disais que c'est une couleur d'yeux particulière. Voilà, parce qu'il grandissait bien, il grossissait bien, il était super, quoi. Puis il y avait ce reflet des fois dans l'œil. Et le jour du déménagement, tout était ouvert, il y avait plein de poussière, tout. Je me suis dit, tiens, je vais l'emmener chez le pédiatre. Et je lui ai dit, il grandit bien, il grossit bien, mais il y a ce reflet, qu'est-ce que vous en pensez ? Il nous a donné rendez-vous chez l'ophtalmo le lendemain. Et moi, j'ai pas du tout tilté, parce que c'était une époque de ma vie où j'avais pas besoin de l'ophtalmo, donc je savais pas qu'il y avait 6 mois, 9 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc j'ai pas compris qu'il y avait urgence. Donc on est allé chez l'ophtalmo le lendemain, voilà, il a regardé, il nous a dit bon, très bien. Et le pédiatre nous a rappelé le soir en nous disant, il y a quelque chose, vous savez, c'est une tumeur, mais ça peut être bénin, mais ça peut aussi être malin, donc je vais vous envoyer à l'Institut Curie à Paris. Bon, on arrive, service d'oncologie, je dis à mon mari, tu sais ce que c'est que l'oncologie ? Il me dit, non, je dis, c'est la science du cancer. Et là, on n'a pas été déçus, c'est-à-dire que les médecins nous ont reçus en disant, c'est un cancer, il n'y a qu'une seule solution, il faut lui enlever l'œil, vous prenez rendez-vous au 2e étage, et voilà, merci, au revoir. Et nous, on a été, on ne savait pas qu'un enfant pouvait avoir un cancer. Déjà, je disais, mais il n'a encore rien fait, il avait 7 semaines. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, on s'en va d'ici, on va lui demander un autre avis. Et puis en fait, on a été pris dans le truc, et... Donc on nous a fait plein d'examens, alors à chaque fois on nous annonçait des mots, de toute façon rétinoblastome, on n'arrivait pas à répéter le nom. Bon, on a eu un rendez-vous finalement pour une énucléation, c'est-à-dire qu'on allait enlever l'œil de notre enfant. Donc on était vraiment, je sais pas comment dire, hors du temps, on venait d'emménager dans cette nouvelle maison. Et vous savez, quand vous arrivez dans une nouvelle maison, il y a plein de procédures, il faut faire une déclaration à l'électricité, tout ça. Mais nous, on n'a rien fait du tout. On était tellement sous le choc. 3 jours plus tard, on était à l'Institut Curie, donc pour cette énucléation. Bon, et puis ça s'est passé. Vraiment, l'équipe soignante a été formidable. Donc on est rentré chez nous en Bourgogne. Il y avait un gros avis sur le portail, dernier avis avant coupure d'électricité. Ça a été vraiment une période difficile. Et puis on trouve en soi des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Et puis donc ça a été, on est retourné à l'Institut Curie. Donc juste après l'opération, le médecin nous avait dit, donc j'ai enlevé son œil qui était complètement envahi par une tumeur. Par contre, son nerf optique est sain, l'autre œil n'a rien. Mais par précaution, venez quand même le mois prochain pour être sûr que la situation soit bien stabilisée. Et quand on est revenu le mois prochain, d'autres tumeurs étaient apparues sur son œil. Le seul œil qui lui restait. Donc des traitements conservateurs ont été entrepris. C'est de la chimiothérapie en fait.
Ça, c'est pareil, c'était une épreuve aussi, de son enfant qui reçoit de la chimiothérapie, c'est vraiment terrible. Et on avait la chance d'avoir notre première fille, notre fille aînée, qui avait même pas 2 ans, qui nous obligeait à mener une vie normale, à continuer à vivre normalement. Et puis donc notre garçon a grandi, les choses se sont arrangées, on va dire, et au bout d'un moment, au bout de plus d'une année, les médecins nous ont dit maintenant on peut espacer les visites à Curie. Et puis voilà, ça a été comme ça. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire en compagnie de Marie-Françoise qui nous parle de son fils atteint d'un rétinoblastome. Face à cette réalité tout sauf simple, Marie décide de se battre. Et c'est de ça dont elle va nous parler maintenant. À chaque fois qu'on allait à Curie, pour chacun de nos rendez-vous, il y avait des parents qui arrivaient et qui disaient « on avait vu quelque chose dans l'œil de notre enfant », donc comme nous, et on nous a dit que c'était rien. Et donc les enfants, des fois on leur enlevait un œil, comme notre enfant, mais il y en a, on leur enlevait les 2 yeux, parce que c'était trop tard, ils étaient arrivés trop tard. Et je me suis dit « oh là là, quand je vais reprendre mon travail, je ne pourrais pas leur parler de ça dans le cadre de mon travail, mais il faut que je leur dise qu'ils regardent les yeux des enfants dès le plus jeune âge ». Et puis, je suis intervenue à une session de formation médicale continue des médecins généralistes de ma région. J'ai demandé aux responsables s'ils accepteraient qu'on fasse un point sur justement cette vigilance à avoir sur les yeux des tout-petits. Et il m'a dit d'accord. Alors, hop, je me suis lancée. Donc ce soir-là, je me suis dit, mais pourquoi je suis allée me mettre dans une galère pareille, quoi ? Parce qu'à l'époque, on faisait des présentations, vous savez, avec les transparents, là, écrits au feutre, j'avais un rétroprojecteur et tout ça. La présentation, c'est moi qui l'ai créée. Personne ne m'avait dit ce qu'il fallait écrire, quoi. J'ai fait ça comme ça me semblait le plus simple. J'avais demandé au médecin traitant de mon village, j'ai prévu cette présentation, est-ce que je peux m'entraîner avec toi ? Et elle m'avait répondu, mais tu sais, ça va intéresser personne, ça n'arrive jamais ce truc. Et j'ai fait cette présentation, il y avait une 60aine de médecins généralistes face à moi, et pas un mot pendant que je présentais. Je me suis dit, oh là là. Puis j'ai terminé, et là, les gens se sont tous levés et ils m'ont applaudi, quoi. Et ils m'ont dit, c'était très bien, quoi. Alors, je me suis dit, il faut continuer, quoi, s'ils ont trouvé que c'était très bien. Dans l'assemblée, il y en avait un d'entre eux qui m'a demandé de venir le voir parce qu'il faisait partie d'un club service. Donc, j'y suis allée et il m'a dit, est-ce que vous accepteriez que la prochaine action de notre club soit menée en faveur de votre association ? Je dis, d'accord, allez, hop, c'est parti. Donc au début, je suis allée voir Rétinostop parce qu'il y a une assemblée générale tous les ans et je voulais voir d'autres enfants plus grands qui, étant petits, avaient été soignés pour un rétinoblastome comme mon enfant. Je voulais voir qu'est-ce que c'était la vie après, qu'est-ce que c'était un enfant avec une prothèse oculaire, comment il pourrait s'en sortir dans la vie, aller à l'école, tout ça. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, je vais faire des choses pour Rétinostop. Donc déjà, je vais aller parler auprès des médecins, leur parler des signes cliniques de la maladie. Et puis, on a besoin d'argent. Donc là, il y avait déjà un club service qui me proposait des actions. Et puis, on s'est mis à organiser des choses pour collecter des fonds. Épisode chargé à tout point de vue, donc peu de place à la respiration musicale. Marie-Françoise va maintenant nous parler de l'association Rétinostop, sa raison d'être et ses engagements. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, retour à l'entretien. Alors Rétinostop, c'est l'association des parents et amis d'enfants atteints de rétinoblastome. Donc le rétinoblastome, c'est une maladie rare. C'est un cancer de la rétine qui touche exclusivement les jeunes enfants avant l'âge de 5 ans. Donc c'est une maladie d'origine génétique. Il y a parfois une histoire familiale, mais parfois il n'y en a pas. Avant, les gens, on leur disait, voilà, votre enfant a un rétinoblastome. Donc ils étaient envoyés à l'Institut Curie à Paris, puisque c'est le centre de référence national pour la prise en charge du rétinoblastome. Et puis après, quand vous rentrez chez vous en province et vous êtes tout seul, vous êtes les seuls à avoir un enfant qui a cette maladie. Personne ne s'est répété le nom. Du coup, en 1994, des parents ont eu l'idée de créer comme un groupe, une chaîne de parents, de créer une association pour communiquer entre eux, s'échanger des informations, des trucs, puis se soutenir, quoi. Et cette association a été créée en collaboration avec les médecins de l'Institut Curie.
donc les médecins, les ophtalmos, les pédiatres de l'Institut Curie, qui sont vraiment très très proches de nous, qui réservent aux familles un accueil très chaleureux et qui nous soutiennent énormément. Les objectifs de l'association sont donc de venir en aide aux familles qui sont confrontées à la maladie, donc un soutien moral et si besoin un soutien financier. L'Institut Curie se trouve à Paris. La prise en charge des enfants donc, a lieu à Paris et il faut partir rapidement, souvent, il y a urgence. Tout le monde n'a pas les moyens de payer le train, de payer l'hébergement sur Paris. Donc là, Retinostop vient en aide à ces familles qui n'ont pas les moyens de subvenir aux premiers frais, puisqu'ensuite la pathologie est prise en charge à 100%. Et on aide aussi à l'acquisition de matériel basse vision. Un objectif aussi, c'est de soutenir la recherche sur le rétinoblastome, puisque c'est une maladie rare, donc ça intéresse peu les industriels. On a aussi une mission de faire connaître les signes cliniques de la maladie, donc strabisme persistant et leucocorie. Faire connaître ces signes cliniques pour en favoriser un diagnostic précoce et éviter que nos enfants basculent dans le handicap visuel, puisqu'aujourd'hui on sait soigner cette maladie, on sait la guérir. Donc le plus tôt le diagnostic est posé, plus grandes sont les chances de sauver bien sûr la vie de l'enfant, et si possible ses yeux et même sa vision. Donc là, c'est vraiment on fait tout pour faire connaître les signes cliniques de cette maladie. C'est difficile de mobiliser les autorités de santé autour d'une maladie qui ne touche que 60 enfants par an. Il y a le cancer du sein, le cancer de plein de choses, et nous, c'est très peu, donc il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes, donc on y va. Une autre mission de Retinostop, c'est de sensibiliser justement les pouvoirs publics, les institutions, les établissements publics, privés, de la spécificité de cette maladie, qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Et puis enfin, mission de Retinostop, c'est de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap visuel des suites d'un rétinoblastome. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On est environ 200 adhérents et il y a une chaîne de correspondants sur une bonne partie des régions de France. Les correspondants régionaux, ce sont des gens qui ont pris de la distance par rapport à la maladie, qui peuvent organiser des marches gourmandes, des courses des héros, des pièces de théâtre, des choses comme ça pour collecter des fonds. Ces fonds donc, qui nous serviront à financer la recherche, à venir en aide aux familles, ainsi de suite. On a un conseil d'administration d'une quinzaine de personnes, dont des médecins de l'Institut Curie. On a un conseil scientifique, puisque tous les ans on fait des appels à projets, notamment en ce qui concerne la recherche sur le rétinoblastome. Et ce conseil scientifique, justement, nous éclaire quant à la pertinence des projets proposés, à ce qu'ils peuvent apporter. Notre objectif, c'est vraiment qu'il n'y ait plus aucun enfant qui perde la vie, bien sûr, ni ses yeux, ni sa vision à cause de cette maladie. Donc on fait tout ce qu'on peut pour. On essaie d'être vraiment présent dans tous les événements médicaux qui touchent donc l'ophtalmologie ou la pédiatrie. Et on essaie de toucher les médecins généralistes, comme je l'ai fait moi, déjà par le passé, en allant dans les sessions de formation médicale continue. On s'est rapproché aussi d'autres associations comme Retina France, qui concerne donc une association qui regroupe toutes les maladies de la rétine. Nous, on en est une, le rétinoblastome, c'est tout, puisque c'est toutes les maladies. On s'est rapproché aussi de Imagine for Margot, qui lutte contre les cancers pédiatriques. Donc, ils nous soutiennent aussi et nous, on marche avec eux aussi. Alors, on a un site internet, www.retinostop.org. Sinon, on a une adresse mail, retinostop@retinostop.org. Mais là, si les gens ont un doute, ils courent chez l'ophtalmo, là. Voilà, vraiment. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Nous allons retrouver Marie-Françoise une dernière fois, afin qu'elle nous parle d'elle, un peu, et nous donne également des nouvelles fraîches de son fils.
Et puis tout de suite après, nous retrouverons Valérie pour une nouvelle chronique de la peau. Marie-Françoise, c'est à toi. Notre garçon, moi je peux dire que ça a été un moteur pour nous. Et puis sa sœur, ça a été une chance pour nous, parce qu'elle nous a permis de continuer à vivre normalement. C'est-à-dire ne pas tout focaliser sur notre enfant malade. Alors pour ça, j'ai été aidée aussi, puisque j'avais peur que ça se passe mal, j'avais peur. Puis, alors je voyais des signes partout, je voyais des aveugles partout, je voyais des corbillards passer, je me disais ça y est, ça veut dire qu'il va... Voilà. Et puis aussi, quand vous êtes en situation de détresse, vous êtes confronté à des situations auxquelles vous n'avez pas pensé. Par exemple, moi, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'ils pouvaient faire des prières pour notre enfant pour qu'il guérisse, des prières payantes. Donc, il fallait que je leur donne mon RIB pour qu'ils fassent des prélèvements tous les mois pour faire des prières pour nous. Vous voyez, vous vous retrouvez à des choses comme ça qui n'arrivent pas en temps normal. C'est quand vous êtes fragilisé, en fait, qu'il faut être le plus fort. Et donc là, moi, tout ça, ça me stressait énormément. Moi, j'avais arrêté de travailler, mais mon mari continuait. Et quand il rentrait le soir, je me disais, j'ai peur. La nuit, je dormais très mal. Donc, j'ai décidé d'aller voir un psychiatre. Et j'ai appris qu'il y en avait un qui avait eu un enfant malade. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller chez lui parce qu'il va me comprendre. La première fois que je suis allée, c'était dans une clinique psychiatrique, quoi. Il y avait des gens... Vous savez, ça fait peur, quoi. Et je me souviens, j'étais en salle d'attente, j'attendais. C'était bientôt mon tour. D'un coup, il y a une fille qui s'est mise à hurler, mais des hurlements de... pas humains, quoi. Et donc, le médecin est sorti, il a dit, bon, j'ai une urgence, excusez-moi, je ne pourrais pas vous recevoir. Téléphonez, je vous reprends la prochaine fois. Et je me suis dit, c'est peut-être parce que je ne devrais pas aller voir le psychiatre, quoi. Parce que c'est peut-être ainsi. Puis après, je me suis dit, je voudrais quand même bien expérimenter. Donc, j'y suis retournée, et puis je lui ai dit, voilà, j'ai peur, je dors plus la nuit. Donc, je me lève, je bois du lait, je mange une pomme, tout ça, je ne sais plus quoi faire pour dormir, quoi. Et puis, il m'a donné ses conseils qui ont été très précieux. De toute façon, les gens qui vous aiment, ils comprendront, et voilà, quoi. Et puis tout est rentré dans l'ordre à un moment où, quand notre garçon a été mieux, que la vie normale a pu reprendre, il m'a dit c'est important que vous repreniez votre travail. Et donc on a repris normalement la vie, c'est-à-dire que notre enfant, on a voulu le faire garder parce que je reprenais le travail. Personne ne voulait le garder, donc on a pris quelqu'un à la maison. Et puis après, il est allé à l'école. On est tombé le premier jour de l'école sur une maîtresse, un professeur des écoles, à l'école maternelle, qui avait son grand-père qui portait une prothèse oculaire. Donc elle a dit, ok, moi pas de souci, prothèse oculaire, je sais ce que c'est, donc on y va. Donc je suis une ancienne basketteuse. Un jour, il m'a dit, j'ai envie de jouer au basket. Je sais. Il a quand même cassé l'œil, quoi. Et donc on a trouvé un club qui l'acceptait. Et puis donc autant vous dire que quand il marquait des paniers, mais nous on était super contents, quoi. Déjà vous êtes contents quand votre enfant marque un panier, mais là c'était l'euphorie. Panier à 5 points, quoi. Ouais, voilà. Donc en allant à Rétinostop, j'ai rencontré des jeunes qui avaient eu un rétinoblastome étant petit, et notamment une fille qui m'a dit moi j'ai détesté quand j'arrivais à l'école, ma mère elle parlait tout le temps du fait que je portais une prothèse oculaire, de ce qui m'était arrivé étant petite, et j'ai détesté ça. Et nous on s'est dit, mais notre garçon en fait c'est lui qui choisira d'en parler s'il a envie d'en parler. Et on voudrait qu'il soit connu parce qu'il est sympa, parce qu'il est rigolo, parce que c'est ça, mais pas uniquement pour sa maladie. Et donc on lui a tout fait faire comme les autres. On a toujours prévenu son environnement. Et moi, dans toutes mes interventions pour Rétinostop, et j'en ai fait beaucoup, je n'ai jamais montré sa photo, je ne l'ai jamais amené avec moi. Il n'a jamais fait la première page du journal, l'enfant ayant un cancer, jamais. On s'était dit que c'était à lui de le dire. Voilà. Et puis finalement, tout s'est bien passé. Donc notre fils, il a grandi. Le jour où il nous a annoncé qu'il avait une petite copine, alors là, c'est pareil. Moi, j'étais trop content. Panier à 10 points. Ah ouais, là. Mais comme on était content avec mon mari, il a dû se dire, mes parents. Mais bon, voilà, ça voulait dire qu'il était comme les autres. Et puis, donc, il a fait ses études, il a même fait des études supérieures. Il est parti à l'étranger, il a fait une partie de ses études au Danemark, une partie au Luxembourg. Il a des tonnes de copains. Après le basket, il s'est mis au foot. Enfin, il a une vie tout à fait normale. Il a des tonnes de copains, vraiment. Et par contre, jamais il ne parle de sa prothèse. C'est pas du tout le sujet de conversation. Donc aujourd'hui, moi, quand je le vois, évidemment, je suis super fière de lui, évidemment. Et je peux te dire qu'il m'a fait changer d'avis sur plein de choses. Notamment, je disais, quand j'étais enceinte, vous faites le test là pour la trisomie 21. Moi, je vous dis, voilà, s'il y a un problème, moi, je me fais avorter, parce que bon, voilà. Et maintenant, je vois les choses autrement, et je me dis que, on peut avoir des enfants un peu différents. Avant, quand je voyais des gens qui étaient non-voyants, qui avaient des enfants, je me disais, mais ouais,
c'est pas possible. Mais pourquoi je disais ça ? J'ai changé pour plein de choses, pour accepter les différences. Bon, je trouve que ça a été vraiment un tournant de ma vie, cette expérience. Ouais. Et maintenant, j'ai plus de temps et j'ai vraiment à cœur de pouvoir faire bénéficier de mon expérience les parents qui sont maintenant nouvellement confrontés à cette situation, leur donner de l'espoir. Et puis surtout, faire connaître au maximum les signes cliniques de cette maladie pour en favoriser un diagnostic précoce. Pour les enfants, dès le plus jeune âge, dès la naissance, regardez leurs yeux. Un enfant qui louche en permanence, c'est pas normal. Un strabisme accommodatif, des fois les bébés sont fatigués, ils ont les yeux qui tournent, ok. Mais s'ils louchent tout le temps, c'est pas normal. Il faut consulter. Et sinon, si vous voyez un reflet pupillaire blanchâtre, ça c'est pas normal. Il faut aller chez l'ophtalmo. Quand vous avez un doute, il faut consulter. Ça peut être rien, mais ça peut être grave. Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio. On découvre leur engouement pour l'audio. Est-ce que vous aussi, comme moi, vous adorez l'adage « En mai, fais ce qu'il te plaît ». C'est justement ce que fait Jeanne, ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, c'est la radio. Encore une. À ce détail près que Jeanne est trisomique et qu'on lui a dit « La radio, mais non, c'est pas pour toi ». Mais son désir a été plus fort. Jeanne a d'abord commencé par un stage dans une radio locale de la région parisienne, puis les a enchaînés. Énergie, RFI, RFO, etc., etc. Puis, elle a complété sa formation par des cours du soir dans une école de radio. Et pendant le confinement, elle a commencé à écrire et à produire son propre podcast intitulé « Dans les yeux de Jeanne ». Elle a ensuite été accueillie par Binge Audio, la célèbre plateforme de podcast qui a co-réalisé et diffusé les 9 premiers épisodes de son podcast qui en compte 15. Dans les yeux de Jeanne, la podcasteuse nous livre dans un format court d'environ 2 minutes des fragments de son journal de bord, celui, je la cite, d'une jeune femme trisomique de 23 ans qui, dit-elle dans son pitch, se sent comme les autres mais qui voit dans leur regard qu'elle est différente. D'entrée de jeu, épisode 1, elle nous parle avec liberté d'amour et de sexualité et pose de façon touchante cette question centrale pour elle. Est-ce qu'on a le droit d'aimer et d'être heureux quand on est porteur de handicap ? Au fil des épisodes, Jeanne aborde différents sujets comme l'amitié, le lien à sa fratrie, notamment à sa jumelle qui n'est pas trisomique, son rapport à son corps, la question de la confiance en elle qu'elle a acquise notamment, dit-elle, grâce au théâtre et au groupe de parole, aux mots et au partage donc. Elle nous parle également de ses goûts musicaux, littéraires et bien entendu de sa passion pour la radio, avec en prime ses recommandations de podcasts, dites donc. La peau n'a qu'à bien se tenir. À force de faire entendre sa voix sur les ondes, Jeanne a acquis une certaine notoriété et a été repérée et choisie pour faire le doublage de Valentina, l'héroïne du film éponyme de Tcheilo Loureiro, sur une jeune fille trisomique qui veut être trapéziste. Un rêve que les autres jugent impossible. Mais non, tu ne peux pas. Mais que Valentina, à force de désir et de courage, va réaliser. Jeanne dit à ce propos, Valentina, c'est un peu moi. Aujourd'hui, Jeanne, métivier de son nom, vient de signer un CDI avec la radio RZN et est animatrice et productrice bénévole à la radio de l'hôpital Necker. On est donc passé des yeux de Jeanne à la voix de Jeanne qui nous permet de changer notre regard sur le handicap, mais aussi le fameux adage de mai en une nouvelle formule dont on invite chacun à en faire son leitmotiv. En dépit des mais, fais ce qu'il te plaît. La peau, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode. Eh oui, c'est l'heure pour la peau, mais tout autant pour l'imaginoire de remballer car l'épisode est bel et bien terminé. Merci à Marie-Françoise, Valérie et à Thierry pour la mise en connexion. Pour en savoir plus sur Rétinostop, rendez-vous sur le site www.retinostop.org.
Et pour nous contacter ou en savoir plus sur cette émission, rendez-vous sur notre facebook.com/l'imaginoire, sur Instagram l'imaginoire-8 radio. Retrouvez-nous également sur YouTube et sur toutes les grandes plateformes de podcast telles que Deezer, Spotify, j'en passe et les meilleurs. L'Imaginoire, c'est tout simplement LIMAGINOIR. L'Imaginoire est un projet produit par l'association Résonance et soutenu par la Cave Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.